Bonjour tout le monde. Je tenais vraiment à remercier le comité d'organisation de ces 4e journées de cardiologie d'Agadir de m'avoir invité. C'est la première fois que je viens et puis j'ai eu un accueil très chaleureux. Alors merci en particulier au docteur Larine, c'était vraiment impressionnant comme accueil. Et puis on m'a demandé de présenter sur la valve mitrale. Donc c'est ça le titre, c'est la valve mitrale. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, tout d'abord, le rétrécissement mitral. Alors, moi, je suis cardiologue, je viens de Tunis, j'ai été formée sur le rétrécissement mitral pour les valvulopathies. Donc, comme moi, ici au Maroc, vous en voyez beaucoup des rétrécissements mitraux. C'est encore une valvulopathie dans nos pays qui est très fréquente. C'est pas le cas dans les pays développés, que ce soit en Europe ou en Amérique. D'ailleurs, en Europe, ça représente moins de 10% des valvulopathies gauches. Donc chez nous c'est très fréquent parce que il y a encore du rhumatisme articulaire aigu et que c'est la principale étiologie du rétrécissement mitral. D'ailleurs, ce qui est décrit classiquement, c'est qu'il y a des décennies qui séparent la poussée de rhumatisme articulaire aigu et le développement de la valvulopathie significative, mais on constate dans nos pays que ce temps est plus court, peut-être parce qu'il y a souvent des récidives en fait de cardite qui font qu'on a souvent des sujets jeunes avec des rétrécissements mitraux serrés qui viennent à nos consultations. Donc, l'étiologie rhumatismale, c'est la plus fréquente dans les pays en voie de développement et dans les pays développés occidentaux. Donc, c'est plutôt l'étiologie dégénérative. Donc, les lésions sont différentes. Pour l'étiologie rhumatismale, vous le savez bien, la lésion classique, c'est la fusion commissurale. Il y a également un épaississement des feuillets et un raccourcissement des cordages. Les calcifications viennent dans un second temps. C'est pas le cas de l'étiologie dégénérative où là c'est les calcifications qui prédominent. Généralement, on a une association entre un rétrécissement mitral et une insuffisance mitrale. C'est rarement isolé. Et puis on a souvent également un rétrécissement aortique. D'ailleurs, ces calcifications donc de l'anneau mitral vont être responsables de ce qu'on appelle un rétrécissement mitral extrinsèque. Et la localisation des calcifications est différente entre l'étiologie rhumatismale et dégénérative, puisque les calcifications sont plus au niveau du bord libre des feuillets dans l'étiologie rhumatismale, alors que c'est plutôt la base des feuillets en ce qui concerne l'étiologie dégénérative. Puis il y a d'autres étiologies plus rares, que ce soit les maladies de système, le syndrome carcinoïde ou les cardiopathies infiltratives. Donc pour le rétrécissement mitral, l'imagerie de choix, c'est l'échographie. Quand on fait l'évaluation d'un rétrécissement mitral, il faut se concentrer sur la valve et son anatomie, essayer de la décrire le mieux possible et donc de décrire les lésions. Ça nous aide à pouvoir distinguer les différents types d'étiologies et ça permet également de faire ce qu'on appelle un scoring. C'est surtout utile pour distinguer en fait les groupes de patients à faible risque, à risque intermédiaire ou à risque élevé d'échec de la dilatation mitrale percutanée, qui est le traitement de choix pour le rétrécissement mitral rhumatismal. Le score le plus utilisé, c'est le score de Wilkins, qu'on appelle également ECHO score, qui évalue en fait la mobilité, l'épaississement, les calcifications et également l'épaississement de l'appareil sous-valvulaire. C'est un score de 4 à 16, je pense que vous le connaissez bien. Au-delà de 8, ça devient une valve qui est inadaptée, qui est inadéquate pour une dilatation. Il y a d'autres classifications, notamment celle de Cormier, qui est citée d'ailleurs dans les recommandations, qui se voulait plus simple avec 3 groupes en fait de patients qui sont classés en fait selon la flexibilité de la valve et l'étendue de l'atteinte de l'appareil sous-valvulaire. Donc quand on a plus d'1 centimètre de cordage fin, c'est le groupe 1 à faible risque. Si on a moins d'1 centimètre, c'est le groupe 2. Et quand on a des calcifications, on est classé dans le groupe 3, donc des calcifications qui sont évaluées par échographie et puis confirmées par fluoroscopie. Donc ça, c'était vraiment la fin des années 90. On est resté beaucoup avec ces scores-là pendant des années. Et puis après, il y a eu des nouveaux scores qui sont sortis. Donc le score de Sutaria, ça c'est une équipe écossaise. J'aime bien ce score en fait parce que c'est un score très simple de 0 à 4. Il évalue la calcification au niveau des commissures. Donc c'est assez intéressant. Et puis plus récemment, l'équipe de Harvard a sorti un autre score, donc celui de Nunes, qui est plus compliqué à évaluer, qui prend en considération le ratio de l'aire des commissures, le déplacement des feuillets, donc des feuillets par rapport à l'anneau et également la surface mitrale. En fait,
ça devient un peu compliqué. Quel score prendre? Est-ce qu'on doit choisir toujours le Wilkins ou pas? Personnellement, dans les rapports d'échographie, je mets toujours le score de Wilkins parce que tout le monde est habitué à le voir. Donc je le mets, ça rassure. Et puis ce qu'il faut faire, c'est plus décrire la valve, en particulier décrire les commissures, si elles sont libres ou pas, et les calcifications au niveau des commissures. C'est en fait ce qui est recommandé et non pas un véritable scoring. C'est pas la peine de sortir le dernier score à la mode. Ce qui compte, c'est de bien décrire la valve et de bien décrire les commissures. Alors, en ce qui concerne l'évaluation quantitative, donc les paramètres quantitatifs en échographie pour évaluer le rétrécissement mitral, donc je vous ai mis les 3 paramètres classiques les plus utilisés, et je vous ai donc le gradient moyen, diastolique au Doppler continu. J'ai mis cette image exprès pour se rappeler qu'il faut toujours moyenner quand on est en fibrillation auriculaire, mais même quand on est en rythme sinusal, pour le rétrécissement mitral, toujours prendre plusieurs mesures, c'est ce qui est recommandé. La méthode de référence, c'est la surface mitrale par planimétrie. Alors, je vous ai mis cet exemple pour se rappeler qu'il faut bien rentrer dans la commissure lorsqu'on prend la surface mitrale. C'est pas quelque chose de facile de prendre la surface d'un rétrécissement mitral par planimétrie. Donc il faut s'appliquer, là aussi il faut zoomer, il faut prendre plusieurs mesures, il faut bien s'assurer d'être au bord libre des feuillets. Ce qui aide maintenant, c'est des techniques un peu de 3D, que ce soit le X-plane qui nous permet de nous placer au niveau du bord libre des feuillets puis avoir tout de suite la coupe transversale, ou au mieux l'écho 3D ou encore le TO en coupe transgastrique, là si le patient, surtout si le patient n'est pas très échogène, donc ça peut beaucoup aider. En tout cas, s'armer de tous les outils possibles pour essayer de donner, d'avoir la mesure la plus précise, puisque c'est la méthode de référence. Je vous ai mis également le 3e paramètre le plus utilisé aussi parce qu'il est facile à prendre. Donc c'est le temps de demi-pression ou de demi-régression en fait du gradient du gradient diastolique. Donc là, il suffit de prendre la pente et les échographes nous calculent directement la surface mitrale. Ne pas oublier que si vous avez une pente bimodale, c'est-à-dire avec une courbe, une première pente abrupte ici, il faut toujours prendre la 2e pente pour avoir la surface mitrale. Il faut savoir que ce paramètre donc dépend de la surface mitrale, du gradient, mais également de la compliance de l'oreillette gauche et de la fonction diastolique du VG. Quand on a un trouble de la relaxation, par exemple, on va avoir une pente qui est plus lente et donc on va généralement surestimer la sévérité du rétrécissement mitral. Et au contraire, quand on a une trouble de la compliance du ventricule gauche, par exemple comme chez les sujets âgés, on va avoir une pente un peu plus abrupte et donc là on risque de sous-estimer la surface mitrale. Donc il faut faire attention à ce paramètre. D'ailleurs, chez les sujets âgés où on a souvent un trouble de la compliance, ce paramètre n'est pas recommandé, et en particulier dans le rétrécissement mitral dégénératif, c'est pour ça qu'on ne fait pas dans ce cas. Voilà pour les 3 paramètres les plus fréquemment utilisés. On peut également calculer la surface mitrale par d'autres manières, que ce soit l'équation de continuité ou par la PISA. Donc ça demande plus de temps et quand même faut avoir une expertise. Personnellement, je le fais quand j'ai des paramètres discordants où c'est un peu plus difficile à évaluer la sévérité du l'IRM, mais pas de façon routinière. Alors ensuite, est-ce qu'il faut faire des échographies d'effort à tous les patients qui ont un rétrécissement mitral? Non, c'est bien pour 2 groupes de patients. Les patients qui ont des rétrécissements mitraux serrés et qui sont asymptomatiques, justement pour les voir à l'effort et voir s'ils ne développent pas des symptômes, voir leur capacité à l'effort, et puis également mesurer le gradient moyen à l'effort. Donc l'augmentation de ce gradient, en particulier à partir de 15 mm de mercure, c'est considéré comme un critère de sévérité du rétrécissement mitral. Il y a un autre groupe de patients intéressants, c'est ceux qui ont des rétrécissements mitraux minimes ou modérés, mais qui présentent des symptômes à l'effort. Et là, on peut également, en mettant en évidence cette augmentation du gradient moyen à l'effort, mettre en évidence la sévérité du rétrécissement mitral et la nécessité d'intervenir. J'ai mis à part les pressions pulmonaires à l'effort, parce que même dans les dernières recommandations américaines, il y a un peu un flou en fait à propos des pressions pulmonaires à l'effort. Avant, il y avait un cut-off au repos qui était à 50, puis un cut-off à l'effort qui était à 60, et puis maintenant ils le disent clairement dans les recommandations qu'ils n'ont pas assez d'études pour avancer de façon sûre ce cut-off de 60. Et effectivement, lorsque j'ai eu la chance de participer à une étude avec l'équipe de Christophe Tribouillois à Amiens.
où on avait pris en fait des patients tout à fait normaux, donc avec des cœurs sains. On avait pris 70 patients dans différentes tranches d'âge, et on avait constaté qu'au-delà de 60 ans, la plupart des patients atteignaient ce cut-off de 60 mm de mercure. Il y en avait même qui le dépassaient vers au niveau du pic de leur effort. Donc cette valeur absolue du cut-off n'était pas vraiment très valide. Il y a une très belle étude qui est sortie également de l'équipe de Bichat, qui a essayé de voir donc dans le rétrécissement à l'effort, qui a mis en évidence que c'était l'augmentation des pressions pulmonaires, donc le delta PAP, donc l'augmentation par rapport au temps, donc l'augmentation rapide au début de l'effort de la PAP, qui était plus un facteur de sévérité de rétrécissement mitral plutôt qu'une valeur absolue de cette PAP à l'effort. Alors la prise en charge médicale, que ce soit l'anticoagulation, classiquement si on est en EFA, il y a un thrombus au niveau de l'auricule gauche. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu quelques études qui sont sorties sur le ralentissement de la fréquence cardiaque, bien sûr quand on est en fibrillation auriculaire, mais même ils ont essayé de le faire sur des patients qui étaient en rythme sinusal, pour voir si ça n'améliorait pas la capacité à l'effort. Les études qui sont sorties sont pas trop de patients, là je crois que ça n'a pas dépassé 40, et ça n'a pas vraiment montré, elles étaient discordantes, donc ça n'a pas montré vraiment d'intérêt de bêta-bloquer par exemple des patients qui ont des rétrécissements mitraux pour augmenter leur capacité à l'effort. Donc en fait, le traitement de choix du rétrécissement mitral, c'est la dilatation mitrale percutanée. Et dans nos pays du Maghreb, on a une très grande expertise de la dilatation mitrale percutanée. Alors ces indications, donc vous connaissez les contre-indications classiques, que ce soit l'IM modéré à sévère ou bien la présence d'un thrombus au niveau de l'auricule gauche. L'indication, donc lorsque l'anatomie de la valve est adéquate, c'est le rétrécissement mitral serré avec une surface mitrale inférieure ou égale à 1,5 cm² chez le patient symptomatique. Donc là, c'est la classe 1, il n'y a rien à dire. Chez le patient symptomatique mais qui a un rétrécissement mitral modéré, là, c'est l'écho d'effort qui nous aide à mettre en évidence la sévérité, c'est une classe 2B. Lorsqu'il est très serré, inférieur à 1 cm² et que le patient est très symptomatique, donc un stade 3-4 NYHA, là, même si la morphologie de la valve est inadéquate, on y va, on essaye, on tente la dilatation mitrale percutanée. D'ailleurs, j'ai pu constater l'expertise ces dernières années s'est beaucoup améliorée, en tout cas en Tunisie et je pense au Maroc, et de plus en plus, la morphologie de la valve n'est pas vraiment un frein pour aller faire une dilatation mitrale percutanée. À moins que l'IM modéré à sévère, ça c'est clair, les grosses calcifications commissurales aussi, mais sinon, en tout cas avec l'équipe avec laquelle je travaille, ils tentent toujours la dilatation mitrale avec bien sûr un backup de chirurgie tout près, mais on tente de plus en plus la dilatation mitrale. Les indications pour les patients qui sont asymptomatiques, c'est le rétrécissement mitral très serré, c'est une classe 2A, et le rétrécissement mitral serré, donc avec une surface mitrale inférieure ou égale à 1,5 cm² chez le patient chez qui une FA vient d'apparaître. Voilà. Il reste tout de même des indications à la chirurgie, ce sont les contre-indications à la dilatation, les échecs de la dilatation et puis les chirurgies cardiaques concomitantes. Donc là, c'est intéressant, si on a une indication claire d'une autre chirurgie cardiaque, c'est une classe 1 d'intervenir sur le rétrécissement mitral à partir de 1,5 cm². C'est une classe 2B si la surface mitrale est entre 1,6 et 2 cm². Donc s'il y a une indication claire de chirurgie, on va aller aussi traiter le rétrécissement mitral. Et puis je vous ai mis, j'aime bien cette image, pour illustrer la chirurgie, donc elle garde tout de même une place. Il ne faut pas hésiter, en particulier quand on a une insuffisance mitrale modérée à sévère, de poser l'indication du remplacement valvulaire mitral pour éviter les catastrophes per procédure. Et oui, je voulais mettre cette image, c'est une patiente que je suis qui a 60 ans et qui a une star qui a 30 ans. C'est toujours très joli de regarder une star qui fonctionne. Bon, bien sûr, le gradient est un peu élevé, mais la patiente est asymptomatique. Alors voilà pour le rétrécissement mitral. L'insuffisance mitrale maintenant. Alors l'insuffisance mitrale, c'est important de se rappeler qu'il y a deux grands types d'étiologies. L'IM primitive ou organique s'il y a une atteinte structurelle de la valve, ou bien l'IM secondaire ou fonctionnelle quand il y a plutôt une atteinte du ventricule gauche. Donc les étiologies des IM primitives, donc dégénératives, rhumatismales, les endocardites, l'étiologie ischémique quand il y a une rupture de pilier qui va être responsable d'un flail,
Et pour les étiologies des IM secondaires, donc c'est ischémique et puis les cardiomyopathies. Alors là aussi, la méthode de choix pour l'évaluation, c'est l'échographie. Et ce qui est important à retenir, c'est que l'évaluation d'insuffisance mitrale nécessite une approche multiparamétrique. Il faut d'abord regarder la valve, son anatomie, ça nous permet d'en établir déjà, d'avoir une idée de son étiologie et de bien identifier le mécanisme de l'insuffisance mitrale, d'évaluer après sa sévérité grâce à un certain nombre de paramètres et surtout de bien faire attention aux signes de retentissement de cette insuffisance mitrale sur les cavités cardiaques. Donc, j'aime bien mettre cette diapo avec ce vieux schéma là de la classification de Carpentier parce que c'est bien pour l'esprit, là c'est clair, on a 3 types. Donc, pour le souvenir, donc le type 1, c'est lorsqu'il y a un mouvement normal des feuillets, donc c'est souvent soit une dilatation de l'anneau, ou bien des fois quand on a une endocardite qui a perforé un feuillet, c'est aussi un type 1. Le type 2, c'est quand on a un prolapsus, donc c'est essentiellement l'étiologie dégénérative, myxomateuse, mais aussi quand on a une rupture de cordage à cause d'une endocardite ou une rupture de pilier, ça donne aussi un type 2. Le type 3, c'est quand il y a une restriction du mouvement des feuillets, d'un ou des 2 feuillets, donc là ça peut être une étiologie ischémique ou bien une étiologie rhumatismale. Mais en fait, les situations ne sont pas aussi simples. D'abord, on peut avoir plusieurs mécanismes à la fois, et puis des fois, et ça arrive à tout le monde, de voir une IM qui est significative, modérée ou sévère, et de ne pas réussir à bien comprendre son mécanisme. Donc là, il faut donc d'abord bien l'observer, s'aider également de l'échographie transœsophagienne, et essayer au mieux d'évaluer le mécanisme. Par exemple, lorsqu'on a un remodelage du VG, on va avoir une dilatation de l'anneau, donc on est dans un type 1, mais on a aussi un déplacement apical des piliers, donc il y a un tethering, un tirage sur les cordages, et donc là, il y a une restriction du mouvement des feuillets. D'ailleurs, c'était assez intéressant, l'équipe de Philippe Pibaro, Gaston Duménil, dans les années 2000, ils ont décrit un type de mécanisme qui était assez particulier. Je pense que c'est arrivé à tout le monde de voir une insuffisance en échographie, de voir une insuffisance mitrale avec un mouvement normal des feuillets, pas de dilatation de l'anneau, et pourtant on a une IM significative. Et ils avaient décrit un type de mécanisme chez le sujet âgé où il y avait une fibrose en fait qui s'installait au niveau des feuillets et qui entraînait une rétraction des feuillets et un défaut de coaptation. Et quand on regarde les feuillets, ils se développaient, ils bougeaient tout à fait normalement. L'anneau n'était pas dilaté et pourtant on avait une IM. Donc les mécanismes ne sont pas aussi simples, il faut essayer de décrire le mieux possible et pas hésiter à dire qu'on n'a pas très bien compris pourquoi est-ce qu'elle fuit, mais elle fuit quand même. Alors en ce qui concerne les paramètres quantitatifs d'évaluation quantitatifs ou semi-quantitatifs d'évaluation de la sévérité de l'IM, alors le message doit être clair, le Doppler couleur, ça peut être un diagnostic de l'IM, est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas, mais ce n'est pas recommandé pour évaluer la sévérité de l'IM. La vena contracta reste très utile. Alors, il faut bien s'assurer pour la vena contracta, donc qu'on visualise la zone de convergence quand on prend la mesure. Si on ne visualise pas la zone de convergence, on risque de se tromper. C'est bien d'utiliser le TO aussi pour évaluer la vena contracta. En tout cas. Deux autres méthodes en fait qui utilisent comme principe l'équation de continuité, c'est la méthode volumétrique et la méthode de PISA. Alors j'ai eu la chance de travailler dans des laboratoires d'écho en Europe, en France notamment, et puis aussi au Canada. Donc les Européens aiment plus la PISA, en particulier Christophe Tribouillat a beaucoup publié là-dessus. Donc j'ai travaillé dans son laboratoire, on était à fond dans la PISA, on ne faisait que ça, et on n'utilisait pas du tout la méthode volumétrique. Par contre, les Canadiens, les Américains de façon générale l'aiment bien. Il faut une courbe d'apprentissage là pour essayer d'avoir la main pour la faire systématiquement. C'est assez intéressant. Personnellement, je la fais encore quand il y a des cas litigieux. Donc le principe, c'est le même celui de la PISA, c'est un principe d'égalité des débits. Donc finalement, le débit qui va passer à travers la valve mitrale ici va se répartir entre le volume d'éjection systolique et le volume régurgité. Donc on calcule ce débit, donc on prend le diamètre de l'anneau mitral, on calcule ici au Doppler pulsé le flux transmitral. Donc la technique, c'est de commencer au niveau de l'oreillette, puis de reculer doucement, et dès qu'on a le premier flux, on le prend, parce qu'il doit être pris au niveau de l'anneau mitral, de calculer ainsi ce débit-là, d'avoir notre volume d'éjection systolique et faire la différence pour avoir le volume régurgité. Voilà, la méthode de la PISA, finalement, c'est le même principe d'égalité d'équation de continuité. En fait, c'est le débit qui a au niveau de la surface ici de la zone de convergence, qui est le même qui passe ici à travers
l'orifice régurgitant. Donc on calcule en fait la surface de cet hémi-ellipsoïde de Pierre Carré, on multiplie par la vitesse de l'aliasing ici, on obtient donc ce débit-là, et pour obtenir la surface de l'orifice régurgitant, on divise ça par la vitesse prise au Doppler continu de l'insuffisance mitrale. Voilà, donc la méthode de référence, c'est la méthode de Pisa. C'est ce qui est écrit dans les recommandations. Voilà, je vous ai mis ces images pour se rappeler le cas le plus classique en fait d'IM trompeuse, c'est léger, excentré. Donc là, comme vous pouvez le constater sur cette image, donc incidence apicale 3 cavités, si on prend en considération le G couleur, il est tout petit, donc on aurait tendance à croire que l'IM est petite. Et en fait, c'est l'effet Coanda, c'est le fait que ce G là est attiré par la paroi convexe ici de l'oreillette gauche, et que donc il perd de l'énergie. C'est pour ça qu'il va générer moins de sang et donc apparaître moins en Doppler couleur. C'est aussi le fait que en écho on est en 2D, donc peut-être aussi on ne voit pas une partie de flux régurgité. Donc c'est pour ça qu'il faut multiplier les incidences. Donc déjà ici, on est en incidence de cavité. Ce qu'on peut constater, d'ailleurs c'est un bon indice, c'est qu'au fond de l'oreillette gauche ici, au fond de l'oreillette gauche, on aperçoit un G couleur. C'est qu'en fait cette fuite, elle va jusqu'au fond de l'oreillette gauche, donc on la voit pas là au centre, mais on la perçoit là. Donc l'astuce, c'est d'essayer de multiplier les incidences. C'est ce que j'ai fait ici, donc en cas de cavité. On arrive à dégager une Pisa, à calculer notre surface de l'orifice régurgitant, le volume régurgité, et qu'en fait c'est une IM sévère. Chez cette patiente, on a fait une ETO également pour confirmer la sévérité de l'IM avant de poser l'indication d'intervenir. Alors, pour les paramètres et les valeurs, je voulais juste préciser qu'il y a une différence, vous le savez, entre les cut-offs pour l'IM organique et l'IM fonctionnel. Il faut bien se le rappeler, donc c'est quand même du simple au double, et donc bien les marquer sur le rapport d'écho. Bien faire attention également aux signes indirects, que ce soit le reflux systolique dans les veines pulmonaires, la vitesse de l'onde mitrale, bien sûr les dimensions et la fonction du ventricule gauche, la taille, le volume de l'oreillette gauche et les pressions pulmonaires. Il y a des paramètres qui sont de plus en plus utiles à rapporter dans nos rapports d'échographie, c'est les indices de réparabilité, donc ça aide bien le chirurgien de détailler. Donc pour l'IM organique, ça ce sont les facteurs de mauvais pronostic, donc mettre le diamètre de l'anneau c'est très utile, d'évaluer les calcifications pour voir s'il y a un bon pronostic à réparer une IM organique. Pour l'IM fonctionnel, il y a également des paramètres qui, ça a l'air comme ça compliqué, mais c'est très facile à prendre, là, que ce soit la surface de tenting, la distance entre les muscles papillaires, la distance de coaptation, ici c'est l'indice de sphéricité, et il faut juste prendre l'habitude, donc s'il y a une indication chirurgicale, c'est très utile et le chirurgien est très content. Alors, l'ETO nous permet de mieux visualiser la vena contracta et la Pisa. S'il y a une indication chirurgicale, elle est systématique de toutes les façons, mais même pour évaluer la sévérité, il faut avoir la main facile à demander une échographie transœsophagienne. Ça nous permet également de mettre en évidence le reflux systolique dans les veines pulmonaires. Donc, on peut avoir les 4 veines pulmonaires en ETO, c'est très utile, en particulier quand on a des insuffisances mitrales avec des G excentrés qui sont dirigés sur une veine pulmonaire. Donc, elle peut, présenter un reflux, mais pas les autres. Donc, en ETO, c'est bien utile. Il y a plein de choses qui ont bugué, je suis désolée. Okay. Voilà. Alors, l'intérêt de l'échographie 3D. Alors, personnellement, j'en fais pas de pratique courante, mais pour les cas difficiles, c'est assez intéressant parce qu'on a constaté en fait que les orifices régurgitants ne sont pas vraiment circulaires. C'est circulaire pour l'IM organique, mais plutôt ellipsoïde au niveau de l'IM fonctionnel. Donc des fois en 3D, c'est vraiment très joli à constater la forme ellipsoïde et donc d'avoir une véritable surface de l'orifice régurgitant. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut faire des échos d'effort à tous les patients qui ont une insuffisance mitrale? Non, mais ça peut être très utile. Alors, ça peut être très utile d'abord pour mettre en évidence les symptômes, les fameux faux asymptomatiques, les gens qui ont des IM sévères qui disent
ils sont pas du tout essoufflés, donc on les voit à l'effort, on voit leur capacité à l'effort. Et puis aussi, ça peut être intéressant parce qu'une IM est dynamique. Généralement, à l'effort, bon, elle peut rester exactement, sa sévérité peut ne pas changer, mais elle peut ou augmenter ou baisser. Et ça, on le constate assez facilement quand on fait les échographies d'effort. Et le cut-off qui a été proposé, c'est par l'équipe du docteur Pirard et de Patricio Lancelotti, c'est une augmentation d'une surface de l'orifice régurgitant de plus de 13 mm² pour signer donc la sévérité de l'insuffisance mitrale. À l'effort, on peut également évaluer la réserve contractile, qui est un élément pronostique intéressant, et même évaluer le strain à l'effort. Alors pourquoi je parle de l'échographie d'effort dans l'insuffisance mitrale? J'ai eu la chance de participer à une étude prospective qui est encore en cours, donc c'est avec l'équipe de Québec, là, de Philippe Piparo. On a recruté des patients asymptomatiques qui avaient des insuffisances mitrales modérées ou sévères, et on a voulu en fait les évaluer sur le temps et voir les facteurs pronostiques de l'évolution d'une insuffisance mitrale modérée à sévère. Et on a décidé de faire à tous ces patients une échographie d'effort. Et c'est comme ça qu'on a recruté ce jeune homme de 36 ans, un Marfan, qui avait une IM sévère, qui avait son cardiologue, qui avait ses échographies annuelles, une IM sévère avec un prolapsus bivalvulaire, qui était totalement asymptomatique. C'était même quelqu'un qui, dans son travail en fait très manuel, donc il bouge beaucoup toute la journée, et en plus de ça, qui fait du sport. Il fait au minimum, il disait, 3 fois 5 km par semaine, et qui se sentait beaucoup mieux. Donc quand il augmentait son activité sportive, qu'il faisait de la musculation en plus ou ce genre de choses, il se sentait beaucoup mieux. Bon, là, rien d'inquiétant, puisqu'on se sent mieux quand on fait du sport. Donc à l'échographie transthoracique, et ça c'était connu, donc il avait une insuffisance mitrale sévère. Les dimensions du VG, donc on a un diamètre télédiastolique à 64 et télésystolique à 34, donc en dessous du cut-off recommandé. Pour l'oreillette gauche, elle était dilatée, donc le volume est à 100 ml, indexé ça va être à 50. Voilà, il n'a pas d'HTAP au repos, donc 18 mm de mercure, auquel il faut rajouter la PED. Alors, on l'a fait pédaler sur un ergocycle pour voir. Donc déjà, on a eu une augmentation des pressions pulmonaires, mais pas quelque chose de vraiment inquiétant. Il avait une capacité à l'effort qui était plus diminuée par rapport à celle qui est prédite pour son âge. Et ce qui est très intéressant, c'est tout de suite, on a constaté qu'il n'y avait pas de réserve contractile. Donc, s'il n'y avait pas une amélioration de la fraction d'éjection à l'effort, et au contraire, elle avait diminué. Donc, 60% au repos et 55% au pic. On l'a bien refait au Simpson, c'est pas du visuel seulement. Pour le strain, donc il avait un strain au repos qui était à moins, un strain global longitudinal qui était à moins 21%, et ben il a diminué au pic et on atteint moins 17%. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que sa fuite mitrale, elle diminuait à l'effort. Donc quand on la mesure, donc la PISA au pic, on trouve une IM modérée. Et ça, en fait, c'était tout le long de l'effort que ça se passait comme ça. Donc on avait une diminution du volume régurgité au cours de l'effort, une diminution de la surface de l'orifice régurgitant. Donc ce monsieur passait au repos d'une fuite sévère à une fuite modérée. Et donc en fait, c'était peut-être ça l'explication du fait que ce patient, comme il est très actif dans son travail, qu'en plus il rajoute du sport et qu'il a tendance à en rajouter beaucoup, donc la plupart du temps, pendant la journée, il a une IM modérée. Donc, il a une IM sévère quand il est au repos, mais en fait, il alternait entre une IM modérée et une IM sévère. Quand il augmente le sport, donc là, il est mi-fatigué, il se sent très bien. Mais quand il bouge plus trop, là, il sent plus de fatigue. Pas vraiment de la dyspnée, mais un peu plus de fatigue. Alors, c'était un protocole de recherche, donc avec ces éléments-là, qui ne sont pas des éléments dans les recommandations, on est dans un centre où la plastie mitrale se fait suffisamment facilement, et puis les chirurgiens ont une belle expertise. Donc on a décidé une indication opératoire pour ce patient. Il a pu bénéficier, donc avec son prolapsus bivalvulaire, d'une plastie mitrale, donc ils ont mis un anneau également. On a un très bon résultat de sa plastie, donc pas d'IM résiduel. Le gradient transprothétique moyen était minime, donc ça c'était bon. Mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une dysfonction systolique modérée. Donc il était à 60% avant l'intervention et on a un 45%. C'est le cas aussi du strain qui a complètement chuté. De moins 21%, on passe à moins 11%. Et ce patient, on l'a recontrôlé à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. Donc maintenant, il a 40 ans maintenant, il a 40 ans et il a toujours une fraction d'éjection à 45%. Donc, personnellement, on est intervenu trop tard chez lui et pourtant on avait tout classiquement, il était bien suivi. Il allait voir son cardiologue tous les 6 mois, il avait une échographie par an, il faisait du sport, il mangeait sainement.
mais on est arrivé un peu trop tard. Et effectivement, c'est le problème qui se pose un peu par rapport aux recommandations, parce que la chirurgie n'est indiquée que si l'IM sévère est symptomatique, c'est une classe 1, et si elle est asymptomatique, on attend une fraction d'éjection inférieure ou égale à 60%, ou bien un diamètre systolique à 45, les Américains ont mis 40. C'est ce 60%, personnellement, j'ai jamais réussi à convaincre un chirurgien quand j'ai 60%, donc il faut leur mettre du 50 ou du 55, sinon ça passe pas. Ce patient avait 60%, mais tout le monde vous dit, ouais, mais c'est 60, c'est 65, refait le Simpson. Donc, le 60% n'avait pas convaincu, et comme il n'avait pas le diamètre télésystolique recommandé, donc il y a jamais eu d'indication opératoire. Et comme en plus il avait un prolapsus bivalvulaire, donc on n'est peut-être pas dans le 95% de réussite de la plastie mitrale, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas, ça n'avait pas été évoqué. En fait, ce problème se pose, c'est un problème qui existe depuis une dizaine d'années, c'est le timing de la chirurgie de l'insuffisance mitrale. Et il y a deux courants de pensée qui s'opposent, le fameux early surgery, donc faire une chirurgie plus précoce pour ces patients, plus précoce que les recommandations ne le voudraient. Et ce courant de pensée, là, il est développé par l'équipe de Sarano, de la Mayo Clinic. Donc eux, ils voudraient qu'on opère plus tôt. Et face à eux, il y a des équipes notamment celle de Rosenec, qui avec une étude de 132 patients a montré que si on suit bien les patients, leur survie à 4 ans est la même que la survie attendue. Donc on continue à suivre les recommandations. Beaucoup de papiers sont sortis pour ou conforter l'un des courants de pensée ou l'autre, aussi d'autres papiers pour essayer de trouver de nouveaux cut-offs. Donc notamment par rapport au volume de l'oreillette gauche, donc un cut-off à 60 peut-être. L'équipe de Christophe Tribouillois a trouvé un diamètre un peu plus faible, 37 mm peut-être. L'équipe de Pizarro a mesuré le BNP, ce serait peut-être un cut-off, un paramètre intéressant à évaluer pour décider l'intervention chirurgicale. L'équipe de Lancelotti également, donc que ce soit le BNP au repos ou le BNP à l'effort. Et ça n'a pas vraiment beaucoup fait bouger les recommandations, puisque donc il y a toujours la haute probabilité de réussir la plastie, donc ça passe si le patient est asymptomatique, l'apparition d'une FA, la PAP au repos à 50, c'est une classe 2A, le flail avec un DTS de plus de 40. Alors il n'y a que l'oreillette gauche dilatée, donc ça c'est nouveau, 60 ml avec un rythme sinusal. Et puis la PAPS à l'effort, de toute façon le cut-off est pas très bon non plus, et là c'est une classe 2B. Et par rapport à la PAPS à l'effort et à l'écho d'effort dans l'insuffisance mitrale, l'étude dont je vous parlais, l'étude prospective qui est en cours à Québec sur l'insuffisance mitrale modérée à sévère asymptomatique, on a les résultats préliminaires qui sont sortis cette année à l'AHA, donc on a pour l'instant 133 patients qui sont suivis à 3 ans, et puis on a constaté justement que si on faisait une échographie d'effort aux patients qui avaient une insuffisance mitrale modérée à sévère qui était asymptomatique et qu'on avait une élévation de leur PAP de plus de 15 mm de mercure au premier palier, c'est-à-dire dès qu'ils commencent à pédaler, les pressions pulmonaires s'élèvent et souvent ils sont essoufflés puis ils ne prolongent pas beaucoup leur effort. Et ben cette catégorie de patients avait déjà un BNP plus élevé au pic de l'effort et avait au cours du suivi donc plus d'événements cardiaques. Et donc dans les événements cardiaques, il y avait décès, insuffisance cardiaque, hospitalisation et chirurgie mitrale. Ils avaient également une survie plus faible. Donc ça sera un cut-off intéressant à prendre en considération, donc cette élévation des pressions pulmonaires à l'effort dans le premier palier, en tout cas dans les premiers paliers de l'échographie d'effort. Voilà, donc pour conclure, ce qu'il faut retenir par rapport au rétrécissement mitral, c'est que l'évaluation de sa sévérité, il faut prendre le temps, il faut faire plusieurs mesures, c'est quelque chose de délicat. On dit souvent que ça demande une expertise et que c'est faisable dans tous les... Enfin, c'est pas faisable dans 5% des cas, je dirais que c'est un peu plus. Donc multiplier les prises, on peut s'aider de l'ETO pour faire des coupes transgastriques, donc tous les moyens sont bons pour essayer de donner une surface mitrale par planimétrée, puisque c'est la méthode de référence. Bien décrire la valve, ça c'est important, ça aide pour la dilatation mitrale percutanée, bien décrire les commissures et leur calcification, et puis le traitement de choix, c'est la dilatation mitrale percutanée. Personnellement, je suis pour avoir la main large sur la dilatation mitrale, à moins qu'il y ait une insuffisance mitrale modérée à sévère.
En ce qui concerne l'insuffisance mitrale, c'est pareil, son évaluation demande une approche multiparamétrique, bien décrire le mécanisme, en tout cas le mieux qu'on pourra, donner des critères de réparabilité, ça aide bien le chirurgien, s'aider facilement donc avec le TO, faire une écho d'effort, moi je suis une fervente de l'échographie d'effort, donc je serais pour qu'on la fasse pour tous les patients avec des insuffisances mitrales, mais en tout cas quand on a un doute sur la sévérité, ne pas hésiter à demander une échographie d'effort, parce que le problème de l'insuffisance mitrale, c'est le timing de la chirurgie. Et pour ça, donc quand on n'a pas encore la possibilité, vu qu'on n'a pas encore des paramètres recommandés, en tout cas faire une surveillance bien régulière du patient et demander au minimum, si on ne peut pas faire une échographie d'effort, un test d'effort. D'ailleurs, pour finir, ça me rappelait le patient que je vous ai présenté qui avait un Marfan. Il me disait que sa sœur aussi avait un Marfan et qu'elle se sentait très bien et qu'elle était asymptomatique. On lui a dit, ramenez-la dans notre protocole de recherche. Et cette dame, elle avait diminué, elle avait 50 ans, elle avait complètement diminué son activité physique, donc elle se plaignait de rien, mais elle prenait plus les escaliers. Donc elle, on a fait une écho d'effort aussi, elle avait une HTAP qui s'est élevée, elle est montée à plus de 70 mm de mercure très rapidement. Et cette patiente, on a décidé donc d'intervention chirurgicale. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas pu faire la plastie, donc elle a hérité d'une prothèse mécanique, alors que quelque part, elle était asymptomatique. Et donc on était un peu mal avec elle, là c'est l'anticoagulation à vie. Et en fait la patiente, en revenant à ses contrôles, elle nous disait mais vraiment ça a changé ma vie. Maintenant je me sens mieux, je refais du sport. J'avais pas remarqué que j'étais fatiguée tout le temps à cause de cette valve. Et en lui donnant même une prothèse mécanique, elle me disait vous avez changé ma vie, pas moi, l'équipe de recherche. Voilà, je vous remercie, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour ces belles présentations. Donc, on va demander à Aïcha Awad de venir au pupitre et donc pour les questions. On vous remercie d'avoir fait des exposés. Venez, Aïcha. Je pense que on va poser les questions aux deux orateurs, aux deux oratrices simultanément. D'abord, merci d'avoir fait des exposés vraiment de très très grande qualité, en mettant le point sur les situations difficiles, et je crois que vous les avez illustrées aussi bien dans les différentes pathologies, c'était vraiment passionnant. Donc on va prendre peut-être une dizaine de minutes pour la discussion. Voilà, donc la discussion est ouverte et peut-être on va, dans l'ordre, on va démarrer par l'insuffisance aortique. Pour lancer peut-être la discussion, effectivement, je reviendrai tout de suite sur la diversité des cas cliniques. Et Aïcha nous a montré, je crois que c'était le premier cas clinique, un aspect de capotage là de valve, donc probablement une IA subaiguë. Et je voulais demander ce qui représente bien sûr une situation particulière. Et pour ce patient-là, est-ce que vous avez une étiologie? C'est rare comme situation. Alors c'est un patient que j'ai vu une fois. En fait, c'est un Américain qui vit au Maroc et qui, à l'occasion d'une angine, donc a vu un médecin généraliste et il a découvert donc un souffle diastolique et il l'a envoyé en cardiologie. Alors, ce que je peux vous dire, c'est un jeune Américain de 38 ans qui est assez bien baraqué. C'est un professeur d'anglais, il fait du triathlon et il était asymptomatique jusque-là. Donc, quand je lui ai annoncé le diagnostic, il tombait un petit peu des nues. Donc, c'était une bicuspidie aortique. En ayant ce diagnostic en tête, donc il est parti aux États-Unis, donc là où vers sa famille. Il a été à Boston, donc on a fait toute une exploration chez lui, donc c'était une bicuspidie avérée. Il a été opéré, il a eu une plastie aortique, il m'a contacté la semaine dernière, donc il va bien. Vous lui rendre service. Des questions? L'insuffisance aortique, c'est vrai que c'est, ça ne représente, en tout cas, au niveau européen, c'est à peu près 10% des pathologies valvulaires, donc c'est pas très fréquent. Mais c'est vrai que pour
pour nous cardiologues, c'est souvent une situation difficile. Effectivement, on va se baser sur l'importance de la fuite, sur le retentissement, mais on sait que ces patients-là peuvent avoir des fuites aortiques importantes, bien tolérées, et depuis maintenant 30-40 ans, il y a toute une littérature pour effectivement décider du meilleur moment de la chirurgie. On sait très bien qu'il ne faut pas attendre la dysfonction ventriculaire gauche. On a des critères, comme vous l'avez rappelé, de dilatation ventriculaire, etc., et d'altération de la fraction d'éjection, donc qui sont très 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 importants à bien évaluer avec toutes les difficultés que vous avez rappelées. Mais donc l'insuffisance aortique en pratique, ça reste quand même difficile. On se pose toujours la question, est-ce que à quel stade on en est vraiment pour le patient? Est-ce qu'il faut y aller, ne pas y aller? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Chez lui, il avait quand même un diamètre pédiastolique, je pense à 72 mm, donc son ventricule était bien dilaté. Et puis, il avait une fraction d'éjection qui tournait autour de 50%. Alors, bien qu'il soit complètement asymptomatique, on lui a quand même recommandé de se faire opérer. Il a eu une plastie aortique, il a eu la chance parce que sur une valve comme ça, ça n'a pas été toujours évident de faire une plastie. Et donc, aux États-Unis, il a pu bénéficier d'une chirurgie réparatrice. J'ai une question pour toi, Aïcha. Donc, tu as insisté sur les cas difficiles d'évaluation. Il y a aussi des cas difficiles d'indication. Donc, il y a les patients qui sont c'est-à-dire le moment optimal pour la chirurgie, donc, qui est cité dans les recommandations. Mais il y a aussi les autres patients qui, pour une raison ou une autre, ils ont passé ce bon moment de la chirurgie. Alors, et une fraction d'éjection qui devient inquiétante. 40, 30, même. Alors, quels sont les patients qui sont les moins mauvais? Est-ce que tu peux insister auprès du chirurgien pour les faire malgré ces fractions d'éjection basses? Alors, l'année dernière, donc, on m'avait posé cette question, donc on avait fait un travail ensemble que j'avais présenté au collège l'année dernière. Donc, mon ami Saïd Morel, ici présent, m'avait demandé de parler des difficultés, des indications opératoires des valvulopathies aortiques avec dysfonction ventriculaire gauche. Et ma question, ou plutôt ma réponse, était relativement simple. C'était que, quelle que soit la fraction d'éjection, et j'espère que je ne vais pas choquer les gens, il faut, donc chez les patients qui ont une insuffisance aortique, je pense que quel que soit le degré de dysfonction ventriculaire gauche, il faut tenter sa chance et envoyer les patients au chirurgien. Je vais essayer de retrouver probablement les graphes, peut-être que je pourrais vous les présenter tout à l'heure, juste 2 ou 3 courbes de survie, qui montrent bien que si on laisse le patient qui a une dysfonction ventriculaire gauche, même très altérée, si on le laisse au traitement médical, eh bien le risque de décès ou de survenue d'événements était quasiment le même que si on l'envoyait en chirurgie. Donc il n'y avait pas un sur-risque donc de faire un événement ou cardiovasculaire en envoyant le patient en chirurgie que si on le laissait sous traitement médical. Et donc, si j'ai un message à passer, et je pense que Saïd pourra faire un commentaire, c'est que les patients qui ont une fuite aortique importante et une dysfonction ventriculaire, je pense qu'il faut leur donner leur chance. C'est pas comme l'insuffisance mitrale. Effectivement, il y a une deuxième étude, certainement tu as oublié, c'est la comparative avec la transplantation cardiaque. Ces malades qui ont une dysfonction sévère, quand on voit l'évolution à 5 ans, effectivement, la survie rejoint la greffe, rejoint 70% des malades. Donc ça, au lieu, vu le contexte du tenue des greffes et des greffons, etc., il vaut mieux lui proposer d'abord un remplacement valvulaire et éventuellement se lancer, si le cas d'échec, dans un protocole d'assistance. Alors j'ai une petite question à Aïcha. Dans les fuites aortiques, dans la pratique, en général, c'est pas aussi facile. Dans notre contexte, c'est souvent une fuite avec une autre valvulopathie associée, et particulièrement le rétrécissement mitral. Donc nous, dans la pratique, souvent, on a des valves mitrales à opérer, on a une fuite aortique, grade 2, 3, c'est tout un problème. Le cardiologue ne peut pas toucher la valve, on est surpris au bloc opératoire avec une cardioplégie qui revient complètement dans le ventricule gauche avec une fuite importante. On finit par ouvrir la valve, elle est très moche, on finit par la changer, peut-être par excès, peut-être... mais en tout cas, dès qu'il y a un anneau assez étoffé, on va dire, on va pas poser une valve sténosante, on pose une valve.
Pourquoi? Parce que ce malade, il aura un VG cicatriciel. On va faire un remplacement valvulaire mitral, on va couper l'appareil sous-valvulaire. C'est un VG certainement qui va pas aller loin avec une fuite aortique. On finit par faire un double geste. Je sais pas ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a des critères là pour la quantification de la fuite dans ce contexte de RM? En fait, dans le cadre du rétrécissement mitral associé, les critères de quantification de la fuite aortique, on reste des paramètres qui restent classiques, où un certain nombre de paramètres sont validés, en particulier la vena contracta, la surface de l'orifice régurgitant qui n'est pas charge dépendant, le volume régurgité, quelle que soit la méthode que l'on veut employer, et un reflux télédiastolique dans la crosse. Donc ça, ce sont les paramètres usuels, en plus du retentissement sur la dilatation du ventricule gauche. Bon, s'il est dilaté, c'est pas l'ARM qui va le faire, hein, ça c'est la fuite aortique. Donc à partir de ce cadre-là, on va pouvoir statuer sur l'importance de la fuite aortique pour dire si elle est sévère ou non. Maintenant, il y a toujours des cas borderline, donc ce sont les fuites qui sont, disons, modérées, et c'est là où on se pose vraiment des questions existentielles, faut-il ou non remplacer la valve aortique à partir du moment où on va poser une prothèse mitrale. Après, c'est du cas par cas, hein, on peut pas trancher de façon définitive, et je pense que c'est le staff médico-chirurgical qui va pouvoir statuer sur le remplacement valvulaire aortique ou pas. Nous, en tant qu'échographistes, on va vous faire de notre mieux pour vous donner une quantification la plus appropriée de la fuite aortique. Ensuite, après, ça sera du cas par cas. Voilà, si Damien a un petit commentaire. Le sujet d'un petit commentaire, je rejoins. Tout d'abord, je félicite les deux oratrices, c'est excellent, c'est un plaisir de vous écouter toutes les deux, c'est vraiment sympa. Je rejoins Saïd pour son commentaire sur ce VG qu'on découvre lors de cette chirurgie en fait double. Et je pense le piège dans lequel on tombe, c'est que quand il y a un rétrécissement mitral significatif, on a une IAO, il y a un barrage, donc le VG ne va pas réagir et ne va pas s'exprimer comme il a envie dans le cas d'une IAO classique toute seule. Donc il ne va pas se dilater. Donc si on va attendre la dilatation du VG habituelle et machin, on ne l'aura pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'on se trompe en disant que il n'y a pas de retentissement sur le VG, donc on va attendre, on va faire juste la mitrale et on fera plus tard l'aortique, on s'occupera plus tard. C'est pas bon. Et en fait, le VG n'a pas le temps de se dilater, donc il faut les faire, je pense, à la moment où on a une grade 2+, il faut faire l'aortique en même temps que la mitrale. Bon, voilà. En général, l'écueil se pose parce que quand on dit une IA modérée, en fait, grade 2, on dit ni plus ni moins. Donc à ce moment-là, le chirurgien vient. Alors cette valve, qu'est-ce que j'en fais? Je l'enlève ou je l'enlève pas? C'est ça en fait le. Mais c'est pour ça le problème de cette classification. Je trouve qu'elle est. C'est un problème récurrent en permanence. C'est pour ça qu'il faut quantifier, plus dire modéré, minime, modéré, sévère. Il faut dire la modérée. Avant, on avait 1, 2, 3, 4. Voilà. Pourquoi ne pas classifier les 2+, les 2-, etc. Même je pense à un moment donné, Sarano donnait 6 classifications. Je me rappelle à la Mayo Clinique, c'était hyper précis. Mildly to minime, minime to modéré, modéré to machin. Et donc effectivement, il faut leur donner des chiffres. Il faut leur donner des choses précises. Le VG, je pense qu'il ne rentrera pas dans le cadre classique de l'opérabilité. Oui, si j'avais un mot, puisqu'il y a le rétrécissement mitral dans l'histoire, le rétrécissement mitral, il protège le VG. Vous allez lever cette protection et voilà. Et donc, et en plus de ça, ce qui est recommandé de toute façon, si vous avez une fuite aortique modérée, il faut aller quel que soit, il faut aller opérer la valve aortique aussi. Et pour avoir vu les catastrophes qui arrivent après, donc on change que la valve, et puis juste après, le VG, il est dans un état catastrophique, et la fuite, on dit, là, elle fait plus que modéré quand même. Oui. Déjà que c'était difficile de l'évaluer. Il faut vraiment avoir, pour le modéré, il faut pas, et puis 1, 2+, non. Léger, modéré, sévère. Modéré, c'est modéré. Si on va opérer la valve mitrale, on opère la valve aortique, c'est sans discussion. Donc on a fait la transition avec juste un petit commentaire. Je peux faire juste un petit commentaire. Docteur Amazon, je suis chirurgien cardiaque. En fait, c'est vrai que pour ce qui est du rhumatisme, c'est un peu notre quotidien. Pour ce qui est de la valve mitrale, la valve aortique modérée, contingent. Et je me rappelle qu'on avait fait un travail à ce sujet-là il y a déjà une quinzaine d'années à l'hôpital militaire à Rabat. On avait étudié le suivi sur une dizaine d'années de patients qui avaient une insuffisance aortique modérée contingente. Et pour la plupart, c'était des IAO dites quantifiées grade 2. Et puis, une grande majorité de ces patients avaient eu un remplacement valvulaire mitral. Et je peux vous assurer que la majorité d'entre eux avaient gardé leur insuffisance aortique grade 2. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on se dit toujours, ce VG ne s'exprime pas par la suite, mais il faut être très très sage par rapport aux valves aortiques. Quand la valve aortique n'est pas importante, nous on constate déjà quand on opère le malade, on va mettre une cardioplégie, elle va passer dans la racine, ça va pas trop fuir dans le ventricule gauche,
on sait déjà qu'on va rien faire. En plus, je peux vous assurer que c'est des malades qui sont différents, parce que c'est des malades, quand vous les opérez, vous faites la valve mitrale, après vous avez un petit aortique. Puis si vous voulez mettre une telle prothèse, il va falloir élargir l'anneau. Pour la majorité d'entre eux, ce sont des petits aortiques qu'il faut élargir. Et l'expérience que j'ai maintenant, et c'est mon quotidien aussi maintenant, c'est que je demande toujours au cardiologue, c'est une assurance, bon, elle est grade 2, il est hésitant, il me dit, il faudra un double remplacement. Et puis je jette un coup d'œil tout de suite. Je me rends compte que ça passe pas dans le VG. Si j'ai besoin, je peux jeter un coup d'œil, mais je peux vous assurer que j'ai même pas besoin d'aller voir. Pour la plupart, on fait le remplacement mitral, et ça se passe très bien. Donc, il faut rester sage par rapport à la valve aortique. Si vraiment il y a des signes qui vous engagent, quand vous êtes en préopératoire, nous, on peut savoir s'il faut la remplacer ou pas. Donc, voilà. Merci. Oui, une dernière question peut-être sur la valve aortique, parce qu'il faudra passer à la valve mitrale. Justement, par rapport à la valve aortique, ça rejoint la discussion tout à l'heure, quand on a un rétrécissement mitral serré, et associé à une fuite aortique j'ai modéré, comme on vient de dire, mais avec un anneau aortique 19. Est-ce qu'on raisonne de la même manière dans ce cas-là? Parce que souvent c'est les petits anneaux. oui. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, par rapport, moi, je suis évangélitaliste, mais je me convertis un petit peu. Et je me demande pour la fuite aortique, quand elle est importante, par rapport à la dysfonction VG, on est un petit peu généreux par rapport à la fuite mitrale, que la post-charge est élevée dans la fuite aortique. Je me demande la question pour la fuite aortique sur des aortes anévrismales avec un anneau aortique très confortable. À ce moment-là, la post-charge est normalement n'est pas élevée. Est-ce qu'on raisonne fuite aortique ou alors on raisonne comme fuite mitrale parce que la post-charge n'est pas élevée, elle va augmenter probablement après la cure et on se retrouve avec des fractions d'éjection qui vont diminuer probablement. Je pense que Damien voulait faire un commentaire. Je voulais, oui, rejoindre cette dysfonction VG de la valve aortique, en fait, en cas d'IAO. On avait fait, je pense que Saïd en avait parlé l'année dernière, un papier à l'époque, c'était un vieux papier de 2002, le souvenir de la Mayo Clinique, et on avait pris plus de 200 patients qui avaient une dysfonction très sévère, avec fraction d'éjection inférieure à 30%, et à notre surprise, le outcome est très très bon à long terme. La seule chose qui gênait, c'était la mortalité opératoire. Elle était légèrement plus importante que les patients qui avaient une dysfonction de 30 à 50, voire supérieure à 60%. Mais dès lors qu'ils passent la chirurgie, autrement ils survivent, eh bien ils ont une fraction d'éjection qui se normalise complètement. Donc cette réversibilité de la dysfonction VG est vraiment quasi, on peut l'obtenir et ce n'est pas un frein à opérer ces gens. Ça, dans le modèle multivarié, ça ne changeait pas en fait. Après, s'il y a une indication d'opérer l'aorte, la racine et l'aorte ascendante, ça c'est une question en plus. Il faut pas faire en fonction de la mesure, mais la mesure de l'anneau lui-même n'influait pas sur le outcome de ces patients. On va peut-être passer à la discussion sur l'insuffisance mitrale. Des questions dans la salle? Oui. Et le gradient moyen. Et ça nous arrive parfois de voir ce genre de situation. On a des surfaces mitrales qui sont à 1,1, 1 à 1 cm², avec des gradients qui sont à peine à 7 mm de mercure ou à 8 mm de mercure. Et à ce moment-là, que faire? Est-ce que vous faites confiance à l'évaluation clinique, vous faites confiance aux pressions pulmonaires, vous faites un écho plus fort, qu'est-ce que vous faites dans ce genre de situation? Donc ce qu'on essaye d'établir le plus rapidement, c'est pourquoi est-ce qu'il y aurait une discordance. Donc d'abord, comme la méthode de référence, c'est d'avoir la surface mitrale par planimétrie, d'abord voir si on avait bien le patient échogène, si on voyait tout. Sinon, à ce moment-là, moi, je me mets facilement en ETO, en transgastrique pour avoir mon temps, quitte à le mettre à l'anesthésier le patient et pour bien prendre ma surface mitrale. Si c'est pas un problème d'échogénicité, qu'on a bien vu et qu'on a une discordance entre les gradients, il faut voir si on n'a pas une insuffisance mitrale aussi qui peut être significative, augmenter le gradient. Ça, c'est pareil, c'est l'ETO qui nous aide à faire la part des choses. Ensuite, quand on a fait ces deux cas-là, moi, j'ai tendance, moi, je suis spécialiste en échographie d'effort, donc j'ai tendance à faire pédaler le patient pour voir justement s'il n'y a pas des symptômes à l'effort qui signeraient la sévérité du rétrécissement mitral. Mais c'est pas facile. Ça m'est déjà arrivé d'avoir le gradient qui est discordant avec la surface mitrale, de faire tout et de pas comprendre vraiment pourquoi, et de poser souvent, là j'ai le souvenir de ces patients-là, de poser l'indication d'une dilatation en me fiant plus à ma surface mitrale qu'à mon gradient.
Donc, bien sûr, pour le gradient, il faut bien vérifier la fréquence cardiaque et tout ça, là, donc des petites astuces, il ne faut pas se tromper. Mais souvent, moi, je fais confiance. Si j'ai l'impression d'avoir bien vu, je fais confiance à ma surface mitrale. Je l'apprends depuis quelques années aussi en 3D quand j'ai ce genre de problème. Je m'aide du mieux possible et quand après, je fais confiance à ma surface mitrale par planimétrie. Et souvent, on a fait des dilatations et on a eu des bons résultats. Excusez-moi, des fois, il y a une discordance parce qu'il y a un obstacle sous-mitral dans l'appareil sous-valvulaire qui est fusionné, agglutiné et l'obstacle. Quand on opère, on trouve l'obstacle plutôt. Exactement. Alors, moi, j'ai un petit commentaire rapidement concernant l'arythmie, la fibrillation. Il marque un tournant dans l'histoire naturelle du RM. Et souvent, il nous envoie le malade pour décision thérapeutique avec une surface litigieuse, 1.6, 1.7. Il est symptomatique parce qu'il a l'arythmie. Est-ce qu'on va pousser et considérer que de toute façon ce malade est passé à l'arythmie comme l'IM, etc., et aller faire quelque chose, ou bien, et souvent c'est des malades qu'on arrive difficilement à gérer sur le plan symptomatique, ils tolèrent très mal l'arythmie, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, si avec le traitement médical vous n'arrivez pas à ralentir la fibrillation auriculaire, ça peut être l'explication de ces symptômes et pas forcément la surface mitrale. Mais ce patient est symptomatique et son problème c'est quand même son rétrécissement mitral aussi. Maintenant, si c'est une dilatation mitrale, mais vous êtes chirurgien, donc vous, c'est pour aller mettre une prothèse, c'est ça? Si, je vous le dis, pour aller dilater, on va aller dilater, c'est clair. Mais pour reprendre la décision d'un remplacement valvulaire mitral, là, par contre, moi, je fais une écho d'effort. Une écho d'effort. C'est juste, oui, alors, sur une arythmie, oui, sans aucun problème. Sur une arythmie, en fait, sur une arythmie rapide, je ne sais pas comment vous allez interpréter les chiffres de vos échos d'effort, donc par rapport donc à la PAPS de base. Donc on va vous moyenner ou comment vous allez vous fier à l'évaluation du gradient et de la PAPS à l'effort en partant d'une arythmie qui est déjà pas une arythmie régulière. En fait, ça devient plus compliqué. En fait, souvent l'écho d'effort, c'est pour amener des arguments supplémentaires pour que les gens interviennent. Mais nous, on sait qu'on va intervenir. Généralement, c'est ça, on le sent. Mais on leur fait l'écho d'effort. Alors quand je leur mets HTAP 70, ah ben là, on y va. Mais d'accord. Oui, mais c'est ce qu'ils mettent dans les recommandations. Je sais qu'on le fait pas. Hein. Oui. On a des malades mais je sais. Des RM qui en sont moyennement serrés, qui sont en état depuis des années et qui n'ont jamais eu besoin de. Non, mais ça c'est le fossé, on va dire, qu'il y a par rapport à ces recommandations-là, qu'il y a dans l'IM et dans l'IRM, le fait que quand on a apparition d'une fibrillation auriculaire, c'est un tournant de la maladie et il faudrait intervenir. Et nous, c'est vrai que la plupart des rétrécissements mitraux que j'ai, ils sont déjà en fibrillation, les oreillettes sont déjà... À ce moment-là, c'est vrai qu'on se fie plus à la surface mitrale. Le problème, c'est que c'est pas moi qui fais la dilatation. Si je la faisais, j'aurais peut-être la main plus facile. Donc, pour convaincre, c'est vrai que c'est la surface mitrale. La surface mitrale et les symptômes. Et que la FA n'intervient pas trop. En tout cas, dans nos pays, ça n'intervient pas. J'ai une question pour toi, F1. Je voulais revenir sur le gradient, juste pour dire que dans les rosténoses mitrales, il ne faut pas s'attendre à ce que le gradient soit élevé. Je pense que tu dois avoir cette expérience. Dans les rosténoses mitrales, en prédilatation, on voit beaucoup dans un service, c'est un service référent en dilate mitrale. On a l'habitude de ne pas attendre que le gradient augmente. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Probablement dû à la modification de l'anatomie, les gradients n'augmentent pas en post-rosténose, par contre on se fie à ce moment-là uniquement à la planimétrie. Alors ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu fais de la dysfonction VG intraclinique dans le RM? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que ça devrait changer, rentrer dans les indications de dilatation? Tu veux dire si le RM est responsable de la dysfonction VG? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de papiers qui ont montré qu'il y avait une dysfonction VG intraclinique. Même quand la FE est préservée au Simpson, on sait qu'avec le strain, il y a des études, on est en train de faire un papier dessus, qui ont bien montré qu'il y avait une dysfonction VG dans le RM. Et toute la question, c'est que le but, c'est pas juste de faire de la recherche pure, la question, c'est est-ce que ça devrait influer dans notre décision de dilater, même des patients asymptomatiques, avec une dysfonction VG intraclinique. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le VG n'est pas protégé dans le RM. Il y a une dysfonction VG intraclinique. On a des chiffres de strain qui sont très très bas et ces chiffres s'améliorent après dilatation mitrale. Je pense que le problème se pose lorsque la surface mitrale se rapproche du cut-off. C'est là qu'on peut multiplier les paramètres et bien évaluer par exemple si on a une dysfonction systolique infraclinique. Moi je trouve ça oui assez intéressant.
De toutes les façons, dans la plupart des valvulopathies, finalement, le VG commence à s'affaiblir et on s'en rend pas compte en échographie. Et le strain, ça a été vraiment pour ça un bon élément, c'est-à-dire de se rendre compte de ces dysfonctions systoliques qui sont souvent liées à des phénomènes de fibrose. Donc, si on peut agir avant, c'est toujours gagné. Ouais. Mais ça concerne plutôt des gens qui se rapprochent du cut-off. Là, je ne ferai pas systématiquement un strain à tous les rétrécissements mitraux. C'était quoi? Oui, c'est vraiment difficile les resténoses après dilatation mitrale percutanée parce que même la surface par planimétrie, c'est pas évident parce que souvent les commissures restent libres et c'est une fibrose, en fait, c'est une fibrose des feuillets qui est responsable de l'obstacle et c'est vraiment difficile. Il faut prendre son temps pour les resténoses. Moi, je fais beaucoup confiance aux symptômes du patient. Moi, je voudrais juste rajouter un commentaire. Je sais que M. Rodot est très très rapide pour répondre à Saïd Chouaibi. Je pense que je vais être un peu futuriste dans le sens où on sait que maintenant dans les RAO, le gradient ne veut plus rien dire. Ça ne prédit pas le pronostic, ça ne prédit rien du tout. Donc je pense et je vous suggère de faire une étude qui n'a jamais été faite, mais je suspecte que les résultats vont être la même chose. Ne pas se fier au gradient. Le gradient peut être à 5 si la fréquence cardiaque est très très lente et que ce soit un REM serré, qu'on peut avoir un gradient à 20 mais avec quelqu'un qui est très tachycarde, etc. Je pense que ce qui compte effectivement, c'est la surface effective et je suspecte que ça va être le volume d'éjection. Comme je vous ai dit l'année dernière, dans le RAO, c'est ce qui compte. Vous regardez tous les patients, que ça soit gradient bas ou P, c'est le même outcome. Et ben, dans le RM, je pense que ça va être la même chose, mais il suffit de le démontrer. Et comme c'est la Tunisie ou le Maroc qui ont le plus de papier, faites-le et voyez. Je pense que la fraction d'éjection ne comptera pas pour répondre à Aïda, parce que quand on voit les régurgitations, on attend trop longtemps. Donc c'est pas le strain à moins 17 ou à moins 16 qui va obliger un chirurgien à intervenir dans un RM, ni un gradient à 5 ou à 10. À mon avis, c'est vraiment les surfaces et les volumes d'éjection. Quand je parlais du strain, parce que nous, effectivement, on n'a pas tendance à opérer ces patients. Moi, je suis d'accord avec Aïfa. J'en suis vraiment navrée pour les chirurgiens, mais c'est pas des patients qu'on leur donne. Nous, dans le service, on les dilate 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, au final, des fois, quand vraiment la valve ne se traite plus, on les opère. Donc, du coup, c'est vraiment, comme tu as dit, pour les patients borderline, quand un patient il a un 5, on ne sait pas trop si les symptômes sont rapportés à l'obésité, à la dysfonction diastolique qu'on ne peut pas juger dans le RM, ou bien au RM lui-même. Alors, on a des critères indirects et je pense qu'on va prouver que le strain peut aider dans ces cas. Bien, on va peut-être passer à l'insuffisance mitrale, donc qui est un sujet aussi extrêmement difficile, hein, avec des situations très variées. On parlait tout à l'heure de l'insuffisance aortique, les formes aiguës tout à fait différentes des formes chroniques. Vous avez surtout parlé bien sûr des insuffisances mitrales chroniques, organiques, fonctionnelles. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'imagine que oui. Peut-être pour lancer la discussion, c'est vrai que nos appareils permettent de nos jours de faire une analyse en transthoracique vraiment quand même en général d'excellente qualité, avec aussi l'apport du 3D temps réel en transthoracique qui est vraiment un pas en avant tout à fait indiscutable, et dans la discussion aussi avec le chirurgien qui est quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous avez souligné tout à l'heure la place de l'ETO, donc qui est un examen qui nous a fait beaucoup progresser dans l'étude de la valve mitrale. Le faites-vous de façon systématique donc en préopératoire ou réservez-vous l'ETO en péropératoire? Personnellement, alors à partir du moment que l'IM est sévère, si c'est mon patient, c'est clair qu'il va avoir une ETO et qu'il va être opéré ou pas si l'IM est sévère. Maintenant, si ce n'est pas mon patient, donc, et qu'on va le surveiller, donc si j'ai diagnostiqué l'IM sévère avec l'échographie transthoracique, on attendra la décision opératoire pour faire l'ETO. Mais je ne la fais pas en péropératoire, je la fais en préopératoire. Voilà, après ça reste. C'est une histoire d'habitude. Oui, voilà, ça reste. Je la fais. Oui. Je fais une. C'est vrai que l'ETO nous apporte beaucoup de renseignements, comme vous l'avez dit, hein, sur la morphologie de la valve, sur la quantification, s'il y a le moindre doute sur la quantification. Mais c'est vrai que de plus en plus dans les recommandations, on va vers plutôt de l'ETO péropératoire, a fortiori si la qualité d'imagerie transthoracique est bonne.
vrai que je rejoins M. Rodotno aussi à Limoges. Je pense que dans la plupart des centres en France, on ne fait plus de TO préopératoire ou laboratoire, on l'a fait en péropératoire, puisque la réparabilité, le mécanisme, dans 95% des cas, je dirais, c'est obtenu par l'ETT, à moins que le patient soit complètement obèse et anécogène, mais je suis d'accord avec Raymond pour ça. Moi, je voudrais revenir juste sur l'enthousiasme de Haïfa, parce qu'on va sortir de la salle ici en disant, il va falloir faire, excusez-moi, vous pouvez pousser, je regarde Haïfa aussi, juste pour l'écho d'effort, là, tout le monde va sortir en disant, je vais faire pour les IM, pour voir si ça régresse ou pas, pour faire une écho d'effort. Moi, je pense que tu peux faire de l'écho d'effort, mais ça devrait pas, si tu veux, être systématique et décider pour tout On est bien d'accord que ce n'est pas systématique, ce n'est pas recommandé. Donc, pour l'ERM, j'ai bien précisé qu'il y avait 2 catégories de patients à qui ça s'adressait. Et que dans l'autre cadre, dans l'IM, c'était dans le cadre d'un protocole de recherche, parce qu'on va faire des échos d'effort pour les patients. Mais surtout quantifier alors je sais, la quantification déjà d'une IM au repos, c'est quelque chose, un casse-tête, encore, je pense, pour quelques cardiologues qui n'ont pas le temps, qui sont en privé, qui font en un quart d'heure. Alors, imagine de quantifier. Moi, j'ai essayé personnellement, je trouve que c'est très, très dur, à part obtenir la PAP, la PAPS à l'effort et précocement, je pense que faire une prise à l'effort, c'est très, très enthousiaste. Mais en fait, le message, c'est que de voir vos patients à l'effort, c'est très intéressant. Un patient qui est suivi par une valvulopathie chronique, qu'il ait un test d'effort, c'est pas grave. Si tu veux pas faire une écho d'effort, tu peux faire une épreuve d'effort. Mais c'est vraiment l'effort qui amène beaucoup d'éléments supplémentaires, ne serait-ce que pour vérifier s'il a un symptôme, s'il y a des symptômes ou pas, sa capacité à l'effort, c'est très important ça. Maintenant, l'écho d'effort dans les valvulopathies, si tu ne fais que les pressions pulmonaires, c'est déjà pas mal. Oui, exactement. Surtout que là, j'ai relevé un truc quand même, il faut qu'on soit clair. Quand tu fais que ton patient est passé de 60% de fractionnation à 55, malin est celui qui va me dire dans la salle, quand tu fais un Simpson, la variabilité est déjà de 8%. Donc, elle et moi m'affirmer en disant, alors s'il y a une grosse variabilité en passant de 60 à 30, là, tout le monde va le voir, ou de passer de 30 à 60, tout le monde. Mais passer de 55 à 60, là, je te donne chapeau. C'est justement pour ça que ce patient n'avait pas d'indication opératoire, qu'il aurait continué à se promener pendant des années, jusqu'à que on décide de faire la plastie mitrale parce que là il est essoufflé ou qu'il a arrêté de faire du sport, et que le problème que là on n'aurait peut-être pas récupéré une fraction d'éjection à 45%, on aurait peut-être récupéré une fraction d'éjection plus basse avec une fibrose qui se serait installée, et un monsieur de 40 ans avec 30% de fraction d'éjection parce qu'on veut pas faire une écho d'effort et qu'on n'arrive pas à mesurer. Je suis d'accord avec toi, non, mais la réserve contractile, la réserve avec le strain. Je t'assure, non, même pas le strain. La réserve contractile, moi je trouve que c'est très intéressant parce que à l'œil tu le vois. Normalement, quelqu'un tu le fais pédaler, ça augmente. Il y a pas de, c'est pas compliqué. Il avait une fraction d'éjection, tu le fais pédaler, ça va augmenter. Si ça augmente pas, tu le vois. Si ça diminue, tu le vois. Mais pas les chiffres. Oui, mais j'ai mis 55. Moi j'ai bien mesuré, j'ai dû en faire une quinzaine de Simpson là pour mettre cette. Dans la vraie vie, parce qu'il y a la fausse vie aussi, dans la vraie vie, on peut pas le faire 15 fois. Oui, mais dans la fausse vie de recherche chez Philippe. Mais normalement, moi je t'assure, normalement dans la vraie vie, il avait 60% de fraction d'éjection, il aurait dû être opéré. C'est pas le cas parce que personne n'opère avec une fraction d'éjection à 60% une IM chronique sévère. Ils le font pas. Avec un diamètre télésystolique à 34 mm. Franchement, là, un chirurgien qui veuille faire ça, moi je suis partante. C'est très très dur de faire convaincre. Hein. C'est un bivalvulaire, donc il y avait un. Aïcha, tu as un commentaire? Alors, moi en fait, je vais pas parler d'écho d'effort dans l'IM. Je vais passer à un autre sujet, toujours dans l'insuffisance mitrale, rassurez-vous. Bon, moi, je vais parler du prolapsus valvulaire mitral et dans les IM non holosystoliques. Donc, comment faire pour vraiment, est-ce que tu as des artifices techniques, un message à faire passer à l'auditoire pour quantifier ces fuites par prolapsus non holosystolique? Donc là, en fait, il y a eu plusieurs papiers sur la question parce que tout le monde s'est posé la question. Oui, si l'IM n'est pas holosystolique, quand on fait notre calcul de la PISA, on surestime le volume régurgité. Alors, je suis plus dans les astuces, moi. Donc, en fait, tout simplement, je prends la véritable enveloppe de l'insuffisance mitrale. Et donc, en prenant la véritable enveloppe, si c'est la moitié de l'enveloppe, ce sera la VTI, ce sera divisé par 2, et j'aurai mon volume régurgité. Ce que l'on sent instinctivement quand on voit l'IM, on se dit, elle fait pas toute la systole, donc c'est clair qu'elle est pas aussi sévère qu'on pense. C'est tout simplement comme ça. Donc je prends, et c'est ce qui est ressorti, c'est pas vraiment des recommandations, mais dans les différents papiers qui ont étudié la question, c'est ce qu'ils font, c'est l'astuce. Ok, je pense qu'on va conclure. Juste un petit commentaire, si vous permettez. Je suis chirurgien, je veux passer juste un mot. Attends, juste un petit commentaire pour finir
la réponse. Donc, en fait, là, le message qu'on voulait passer à travers cette question, c'est que généralement, on dit la surface, le rayon de la zone de convergence est à 8 mm, donc l'IM est importante. En fait, ce qui est important dans ce genre de situation, c'est qu'il faut non seulement donner le rayon de la zone de convergence, calculer la surface de l'orifice régurgitant, mais aussi, c'est très important, le volume régurgité, qui va nous donner une véritable quantification de l'importance de la fuite mitrale, plus que la surface de l'orifice régurgitant, qui, comme nous l'a montré ma collègue, va surestimer l'importance de la fuite. Donc, n'hésitez pas à calculer le volume régurgité quand les fuites ne sont pas holosystoliques. Juste une dernière remarque, s'il vous plaît, si vous permettez. Je voulais juste dire par rapport aux 60% et aux insuffisances mitrales. Je ne sais pas pourquoi les gens se focalisent sur les 60% et qu'il faut descendre sous des 60%. Quel est l'objectif? En fait, tous les chirurgiens vous diront que dès qu'on est à 60% pour une insuffisance mitrale importante ou massive, on est déjà en dysfonction VG. Et personnellement, j'essaie toujours d'expliquer aux cardiologues, envoyez-nous les malades des insuffisances mitrales importantes ou massives, très tôt, on les opère. C'est tout. Quand vous attendez les 60%, vous attendez la dysfonction, vous n'attendez rien d'autre. L'objectif, c'est d'avoir un bon résultat sur la valve mitrale et que le malade sorte. Quand vous êtes au-dessus de 60, il va sortir à coup sûr. Maintenant, si votre chirurgien sait faire des plasties, c'est tant mieux pour vous. C'est très bien, il aura un très bon résultat. S'il arrive qu'il remplace la valve, donc vous aurez sauvé votre malade. Vous aurez toujours gagné. Quand vous attendez au-dessous de 60, vous attendez l'échec, c'est tout. Voilà, on va peut-être conclure, enfin, et passer aux exposés suivants. On a pris beaucoup de retard, je crois, et vraiment on remercie beaucoup les